Donc, c'est maintenant le tour de Marika Drouin, qui a complété sa maîtrise en biochimie, profil bioinformatique à l'Université Laval et qui est actuellement coordonnatrice à la recherche dans l'équipe de France Saint-Hilaire au département des sciences de la santé communautaire à la FMSS de l'Université de Sherbrooke. Elle est bénévole depuis 2 ans chez Bistro Brain. Elle est formatrice et co-animatrice du balado. Ce soir, elle nous propose sa présentation « S'adapter grâce à un clone ». On l'applaudit. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui! Très heureuse d'être ici sur scène avec vous ce soir pour vous parler de mes anciens amours que j'ai étudiés pendant ma maîtrise, les éléments transposables que je compare ce soir à des clones. Et donc, qu'est-ce que sont les éléments transposables? En fait, ce sont des séquences d'ADN répétées, parsemées un peu partout dans notre génome, dans notre ADN. Ce que j'appelle le génome, c'est vraiment l'ensemble de l'information génétique qui vont encoder l'information des cellules au sein des chromosomes. Ils sont retrouvés en différentes proportions selon les différentes espèces. Donc, chez la levure, un champignon à une seule cellule, il représente 3 %. Chez la drosophile, une petite mouche, ils atteignent un pourcentage de 20 %. Chez les humains, donc ici dans la salle, vous avez entre 45 et 50 % de séquences répétées dans votre génome. Et chez les végétaux, particulièrement chez le maïs, on peut atteindre jusqu'à 80 % de séquences répétées. Donc c'est assez inusité. Pourquoi ils sont en si grande proportion dans le génome? On peut se poser la question et quels impacts ils peuvent avoir. Pour mon projet, je me suis concentrée sur l'étude de la levure, qui est aussi connue l'espèce la plus étudiée est Saccharomyces cerevisiae, surnommée la levure à pain, mais également la levure à bière. Et donc, on la salue ce soir, elle est présente en grand nombre. Si on poursuit avec nos petits clones, eh bien, ici, je représente l'ADN en gris, nos gènes qui ont une fonction en vert et nos éléments transposables, pourquoi pas en orange. Je les visualise comme ça. Eh bien, ils peuvent se copier-coller dans le génome et s'insérer dans des gènes, mais également à l'extérieur, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de fonction à ce niveau-là dans l'ADN. Et donc, ils se propagent un peu partout et parfois, ils peuvent avoir un impact négatif s'ils s'insèrent dans un gène parce qu'ils vont déréguler la fonction de ce gène, donc avoir des impacts variés. Je vous invite à comparer les éléments transposables. Moi, je les visualise comme si le génome était une grotte et que chaque stalactite était un élément transposable, donc une nouvelle stalactite qui peut apparaître à différents endroits dans la grotte. Et pourquoi je vous parle de ces éléments, une séquence génétique? Pourquoi c'est intéressant d'en apprendre un peu plus? Eh bien, sachez que les couleurs du maïs, la couleur jaune, la couleur blanche et même les couleurs rouges ou mauves que vous avez peut-être parfois vues dans différents types de maïs, eh bien, c'est grâce aux modifications génétiques que les éléments transposables vont causer. Si je poursuis, ces éléments ont été découverts par Mme McClintock en 1940 et elle a même gagné un prix Nobel pour leur étude puisqu'elle a émis l'hypothèse du choc génomique. Donc, dans quelles conditions les éléments transposables vont se reproduire, se multiplier dans le génome? Eh bien, ce serait à la suite d'un choc génomique, des différentes conditions environnementales, mais également la formation d'hybrides. Est-ce que je vous parle d'hybride, d'une voiture hybride, dans une hybride à essence et électrique? Non. Est-ce qu'on parle du travail hybride entre le travail à la maison et au bureau? Non plus. Je vous parle plutôt de l'hybridation interspécifique, et donc l'hybridation entre 2 espèces. Vous connaissez peut-être le classique, et donc entre une jument et un âne qui peut nous donner la mule. Un autre exemple qu'on retrouve dans le règne animal, c'est la formation du tigron, qui est un hybride entre un tigre et une lionne. Et c'est très fréquent chez les animaux et les végétaux, l'hybridation. Il y a 10 à 30 % des espèces qui vont s'hybrider. Chez la levure, donc, on s'intéresse à la formation d'un hybride en combinant les génomes de 2 espèces parentales.
Et chez la levure, on peut le visualiser, par exemple, un parent, ici que j'ai représenté un gris, qui aurait des éléments transposables orange, qu'on hybride avec une souche bleue qui aurait des éléments, par exemple, rouge et jaune. Combinés dans l'hybride, on aurait donc des éléments transposables qui ne se sont jamais côtoyés, outre que dans l'hybride, et on se demande quel impact ça peut avoir au niveau du génome. Donc, pour mon projet, si je vous résume la méthodologie de façon très, très simple, on a formé des hybrides entre une espèce principale et deux autres espèces différentes, une bleue et une verte. On a formé des hybrides de différentes souches et on a réanalysé des données, en fait, qui avaient déjà été publiées dans la littérature, mais qu'on a réanalysées différemment. Pourquoi pas? Il y en a qui disent que j'ai fait du recyclage pendant ma maîtrise. On peut le voir comme ça. Et donc, moi, je me suis intéressée particulièrement à l'ARN, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les éléments que j'étudie sont des rétrotransposons. Et donc, ils ont une forme intermédiaire. Dans leur processus de copier-coller dans le génome, l'ADN va d'abord être converti en ARN lors de la transcription, un stade intermédiaire, avant d'être retransformé en ADN et intégré ailleurs dans le génome. Il y a différentes espèces d'éléments qui font du couper-coller et qui ne passent pas par la phase d'ARN, mais les rétrotransposons passent par cette phase. Et donc, la particularité de mon projet, on était au niveau de l'ARN, pour ceux qui connaissent un peu plus du séquençage d'ARN, mais vous n'avez pas besoin de connaître les spécificités, plutôt que de regarder les nouvelles insertions au niveau de l'ADN directement. Bref, si on poursuit, pour vous faire un peu deviner quel résultat j'ai obtenu, à vous de jouer, ou plutôt à vous de vous exprimer. Donc, je vous invite à vous placer en équipe de 2 et avec votre voisin, faire un petit combat de pareil, pas pareil. Et donc, ça prend 2 petites secondes. On peut soit mettre un doigt ou 2 doigts en avant. Donc, ça ressemble à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous faites une ronde et vous gardez en tête si le résultat obtenu est pareil ou pas pareil. Donc, je vous laisse un petit 5 secondes pour procéder. Super! Même les juges font la procédure exacte, j'adore! Et donc, je vous demande de proclamer le résultat. Donc, la réponse par oui ou par non. Est-ce que le résultat a été pareil? On a dit oui, on a dit non, plus de oui. OK. Donc, un peu comme dans médecine, moi, ça l'a donné pareil, ou presque. Et donc, oui, en fait, on a comparé toutes l'expression, donc le nombre de copies d'ARN de chaque famille d'éléments transposables entre l'hybride et le parent, et presque toutes les comparaisons étaient pareilles, sauf chez 2 familles d'éléments où est-ce qu'il y avait une surexpression, donc un plus grand nombre d'éléments chez l'hybride, et 3 cas inverses où est-ce que les éléments étaient moins exprimés chez l'hybride. Et oui, j'ai quand même publié un article pour dire qu'il n'y avait majoritairement pas de différence. C'est possible. Un résultat négatif, c'est un résultat. Il faut le dire aussi. Et donc, mais c'est contraire à l'hypothèse de Mme McClintock que je vous avais présentée plus tôt. Contraire, en accord avec certaines études chez la levure, mais contraire à des études qu'on avait faites chez le poisson, chez la plante, chez différentes espèces de plantes. Donc, pourquoi on peut l'expliquer? Il y a différentes hypothèses qu'on peut émettre, mais par exemple que la levure, elle a seulement un 3 de son génome qui sont des séquences répétées, et également qu'on a comparé un hybride qui s'appelle diploïde, qui a 2 copies des chromosomes dans son génome, et les parents également diploïdes avec 2 copies. Parfois, dans les études qu'on fait, par exemple, chez les plantes, l'hybride va avoir 2 fois plus de chromosomes que les parents. Donc, ça peut être des différences qui expliquent aussi les résultats qu'on obtient. Mais surtout que ce comportement semble spécifique à chaque famille d'éléments transposables, mais pas nécessairement identique pour chacune. Et donc, si on revient au début, pourquoi on a autant d'éléments transposables dans notre corps? Donc, chez l'humain, on est jusqu'à un 50 eh bien, ça pourrait être parce que ces clones pourraient, dans certaines situations, être avantageux au niveau adaptatif. Donc, par une situation qu'on appelle de stress, comme une température faible ou un manque de nutriments, ça peut permettre aux individus qui ont cette particularité de mieux survivre ou se reproduire.
Également, on a dit tantôt que les éléments peuvent s'insérer dans des gènes ou près des gènes, donc ils peuvent modifier l'expression de certains gènes, leur phénotype, donc leur expression dans l'environnement, un caractère visuel qui peut changer dans l'environnement, pourquoi pas? Et donc, les éléments transposables, c'est un peu comme avoir un petit tour dans son sac. C'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas nécessairement utile au quotidien, mais qui, dans certaines circonstances, peut s'avérer très utile pour la reproduction et la survie. Et donc, je termine en vous disant, pourquoi pas, que se répéter, ça peut parfois être avantageux. Donc, merci, merci. Merci, Marika. C'est l'heure des questions. Gênez-vous pas. Micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'il existe des espèces, levures, animales ou peu importe, mais qui n'ont aucune répétition et qui réussissent quand même à survivre dans leur environnement, à évoluer, etc., qui n'ont pas besoin de ce mécanisme-là, finalement? Je dirais que tout à fait, on n'a pas besoin des éléments pour la survie. Est-ce qu'il y en a qui en ont zéro? Oui. Je crois que certaines espèces, on ne les a pas étudiées parce que c'était un peu triste d'étudier une souche qui n'avait aucun élément transposable, mais je suis pas mal sûre que ça existe. Puis c'était assez controversé. En fait, les éléments, avant, ils étaient surnommés le junk DNA, l'ADN poubelle, donc aucune fonction attribuée. On se disait, c'est de l'ADN inutile. Mais il y a d'autres études par après qui ont suggéré qu'il y avait un rôle avantageux. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à chez différentes espèces, différents éléments, qu'est-ce qui peut bien se passer. Peut-être une question, est-ce qu'il y a un lien avec le concept que tu présentes puis le concept d'épigénétique, ou c'est deux choses qui sont complètement différentes? Bien, ça, c'est une excellente question. Le mécanisme de régulation des éléments transposables, donc ce qui va faire que les éléments vont être bloqués dans leur multiplication, leur copier-coller. Chez beaucoup d'espèces, ça va être lié à l'épigénétique, particulièrement la méthylation de l'ADN. Pas chez la levure, c'est pas le processus, mais chez les espèces animales, c'est le principal processus de frein de ces éléments-là. Donc oui, tout à fait. On a le temps pour encore une question. C'est vraiment une très belle présentation, merci. Je me demandais, est-ce qu'on aurait un exemple, mettons, d'une espèce quelconque où on peut voir que ce gène-là a été bénéfique pour sa survie? Je pense qu'il y a une espèce de poisson. Je ne me rappelle pas dans quel contexte il l'avait étudié, mais c'était au niveau de l'expression des éléments, donc au niveau du séquençage d'ARN aussi, qu'il avait vu que chez les hybrides, du moins, il y avait une différence. Puis au niveau de l'avantage, je sais que c'est ça, surtout chez les levures, en fait, il y avait une expérience qui était faite en conditions à deux températures, à 30 degrés et à 12 degrés. Donc, à 30 degrés, c'est leur sauna. Là. Ils sont super bien, ça pousse en laboratoire, c'est merveilleux. Versus 12 degrés, ça limite la survie. Mais les souches qui avaient plus de TY1, qui est un exemple de rétrotransposon, réussissaient à mieux survivre, mieux proliférer. Donc, c'est de là que part l'étude. Ah, mais c'est intéressant, TY1, on voit un effet. Mais c'est une des seules familles d'éléments où on a vu un effet. Pas dans toutes les conditions, mais dans certains cas, oui. Donc, c'est peut-être l'exception plutôt que la règle, justement, ce genre de choses chez la levure. Ouais. Génial. On peut peut-être y aller avec nos juges, notre jury. Oui, bien, merci beaucoup pour cette présentation. Encore une très bonne présentation. Le support visuel était super. Puis, je pense que tout ce qu'il y a à l'ADN, c'est un sujet qui est assez complexe quand on n'est pas dans le domaine, puis tu as réussi à très bien le vulgariser. Donc, je pense que c'est excellent. Puis, tu as bien répondu aux questions aussi, qui étaient très bien répondues, avec un super jeu aussi pendant la présentation. Donc, j'ai beaucoup aimé également. Merci Marika pour la présentation. Tu sais, quand tu dis 3% seulement de la levure qui se répète comme gène, est-ce que ça explique pourquoi c'est autant difficile de faire 2 fois la même batch de bière? Très bonne question. Écoute, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait mieux répondre que moi.
Peut-être. Blague à part, moi, j'ai bien aimé ta présentation. Vraiment, encore une fois, personnalité avant tout. Puis, j'ai aimé, on a fait un peu un tour du monde. On parle de stalactites, on parlait d'épis de maïs. Savoir un épi de maïs mauve, est-ce que on a des chances de manger ça dans des cannes bientôt? Ou, pourquoi on ne les mange pas? Ils sont pas beaux? Ben moi, j'en ai chez moi pour faire du popcorn, des grains mauves. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à l'épicerie, mais c'est possible d'en trouver. Puis ça goûte quoi? Ah, ça goûte la même chose. Ah, ouais? C'est bon, je passe au micro. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'aimerais revenir en fait sur le jeu, juste souligner comment que c'était une bonne idée. J'ai assisté à plusieurs soirées Bistro Brain, puis de mémoire, en tout cas, me semble que c'est la première fois qu'il y avait quelque chose d'aussi interactif. Merci à tous d'avoir participé, d'ailleurs. Oui, ben je pense que c'était un succès. Là. On entend des rires dans la salle là, pendant que ça se passait, fait que félicitations d'avoir pensé à ça. Merci. Merci.